Permettez-moi de remercier, je le fais parce que je le pense sincèrement, l'association des propriétaires et des copropriétaires pour l'organisation de ces temps d'études, d'échanges, de réflexion, à une époque où tout va très vite, les réseaux sociaux, les informations, les contre-informations, les punchlines, les tensions. Il est important, et cet hémicycle le consacre bien, et l'association le fait très bien, et je vais essayer de le faire au mieux. Il est important que nous puissions nous poser sur des sujets d'importance. Celui que vous venez de citer, l'entretien des copropriétés, les travaux, les plans pluriannuels travaux et le texte qui est en train d'être voté au Parlement, est un sujet en effet d'importance. Il est d'importance, et si vous êtes là, c'est que vous l'avez perçu, parce que être copropriétaire, c'est appartenir à une collectivité qui a une responsabilité. C'est une collectivité qui a une responsabilité sur un immeuble bâti, et cette responsabilité, elle est écrite à l'article 14 de la loi du 10 juillet 65. C'est la responsabilité de l'entretenir, de le conserver, et c'est même une responsabilité qui, depuis la loi Elan, a été étendue à l'amélioration de ce bâtiment. Donc, appartenir à une copropriété, c'est signer en achetant ce postulat, et c'est devoir l'assumer. On en pourrait se comporter différemment pour une maison qu'on aurait par exemple à la campagne. S'il nous plairait de la laisser se dégrader en un petit ramassis de pierres, on pourrait, à condition de ne nuire à personne ni à sa commune, le faire. En copropriété, on ne peut pas, parce qu'on est tenu par cet objet qui est celui auquel on adhère. Donc ça, c'est un premier élément que je souhaitais poser, et celui-ci étant posé, pour bien aborder le sujet que nous vous proposons, je crois qu'il faut rappeler aussi des éléments de contexte. Et le sujet, si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'il n'était pas simple, parce que c'est le contexte qui déjà n'est pas simple. Il s'agirait de converser sur la façon d'entretenir une toiture, ou une serrurerie, ou des éclairages, ou une allée goudronnée. Vous auriez un bon professionnel du bâtiment qui vous expliquerait comment faire, et vous vous en sortiriez très bien, probablement. Mais le sujet est compliqué en copropriété parce que le contexte est compliqué. Il est compliqué pourquoi? Et je voudrais vous parler de 4 éléments qu'en préparant ce sujet, j'ai assez rapidement identifié comme le complexifiant. D'une part, nous habitons, nous investissons, nous sommes dans un parc d'immeubles vieillissants. Ça, c'est une première réalité à laquelle on ne peut rien. À l'écoulement du temps, il vieillit. En cela, plusieurs périodes peuvent être identifiées sur le parc existant. Et d'ailleurs, la directrice générale de l'ANA s'est exprimée, Madame Valérie Mancret-Taylor, en disant que 80% des immeubles qui existeront en 2050 existent déjà. Donc il est vieillissant, il sera encore plus vieillissant dans quelques années. Le parc dans lequel nous logeons est construit en grande partie sur des constructions antérieures à 1920. C'est le cas dans le cœur de nos grandes métropoles qui posent des problèmes, nous le savons, potentiellement structurels, et nous avons beaucoup d'exemples dans le cœur des villes de Toulouse, avec des articles réguliers rapportés dans les médias sur des immeubles frappés d'arrêtés de péril, donc recevant des problèmes de structure. Nous avons un parc également qui est caractérisé par des immeubles antérieurs à 1948, qui sont des plus petits collectifs, mais qui peuvent être bien entretenus ou pour certains dans des états de délabrement. Et puis nous avons un parc qui est identifié dans les années 61 à 74, qui est un parc qui correspond à une politique du logement évidemment importante sur les grands projets, la grande planification urbaine dans ces années-là pour des contextes historiques que vous connaissez, accroissement démographique important pour différentes raisons, nouveauté, les 30 glorieuses bien entendu, nouvelle façon de penser la ville et ses environs, et ces immeubles ont fait l'objet de constructions dites modernes à l'époque, parce que plus rapides, avec des préfabriqués, avec des constructions moins coûteuses, mais ils se retrouvent aujourd'hui à porter des pathologies qui les caractérisent et qui les rapprochent des problématiques qu'on rencontre dans les logements sociaux.
Plus récemment, dans les années 90, le parc qui s'est construit s'est fait dans des meilleures conditions, de meilleure qualité, mieux construit, prenant en compte des premières contraintes thermiques ou d'isolation phonique. Mais le travers de ces années, ça a été la façon dont on a acquis ces immeubles. On les a adressés bien souvent à des candidats acquéreurs qui ne percevaient pas l'enjeu qui consistait dans l'acquisition. Qu'il s'agisse d'investisseurs boostés par les lois sur la défiscalisation de l'époque ou qu'il s'agisse d'accédants qui se sont lourdement endettés au travers d'emprunts et qui n'avaient pas pris l'enjeu des besoins d'entretien que peuvent avoir aussi ces immeubles bien que mieux construits. Donc tout ça est un premier aspect de ce tableau un peu compliqué que nous allons essayer de tracer dans des solutions convenables. Les chiffres inhérents aux travaux en copropriété, nous les connaissons puisque l'Observatoire est rendu possible aujourd'hui avec le registre national des copropriétés qui exprime en 2022 que les travaux moyens pour un copropriétaire se sont élevés entre 2 800 € par an et 10 000 €. Donc, vous voyez, ça peut être potentiellement une somme. Et si je reprends ces chiffres à la tranche de construction des années 60-74, ça représente 10 000 €. Donc cette tranche dite années 60 est une tranche particulièrement lourde à entretenir aujourd'hui. Le vieillissement du bâtiment, on aurait pu faire le sujet là-dessus, y faire correspondre des textes et des solutions, mais ça n'aurait pas été suffisant. Ça n'aurait pas été suffisant parce que nous avons un deuxième facteur à prendre en compte aujourd'hui, qui est le facteur de la transition énergétique. Outre l'entretien classique de nos bâtiments, de nos toitures, de nos façades, de nos équipements, nous devons également les améliorer à la faveur de meilleures performances énergétiques. On aspire tous à une vie respectueuse de l'environnement, à lutter contre le dérèglement climatique, à favoriser la sobriété énergétique. Ce sont des enjeux qui aujourd'hui s'appliquent dans les textes applicables à la copropriété. 3 chiffres croisés rapidement qui sont issus de l'observatoire de l'ADEME. 15% des logements sont aujourd'hui classés F et G, ce qu'on appelle les passoires énergétiques. 1,5 million de logements au total sur les 10 millions que représente le parc des logements en copropriété. Donc on a tout de même 1 500 000 personnes qui sont concernées par cette problématique de la passoire énergétique. Dans un rapport Sichel, il est précisé que le coût moyen pour passer ces logements de la lettre F ou G à une lettre B, c'est-à-dire un logement vertueux dit BBC, le coût moyen est de 25 000 € restant à charge par logement en moyenne. Donc ce sont des sommes, vous le voyez, très importantes, ce qui nous amène le troisième facteur qui complexifie ce dossier, c'est le facteur du pouvoir d'achat. Non seulement nous devons entretenir, non seulement nous devons améliorer, mais nous devons le faire dans un contexte socio-économique particulièrement fragilisé parce que ceux qui étaient là l'ont parcouru avec nous il y a quelques semaines en conférence. Nous avons des chiffres d'inflation qui sont forts, 5,8% d'inflation en moyenne. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages et je vous fais court avec des mots comme crise énergétique, comme augmentation du coût des matériaux, 15 à 20% sur les coûts des matériaux, sur le coût également de la main-d'œuvre. Tout ça se traduit dans les coûts des travaux que nous devons engager et financer, à quoi se rattache une fiscalité foncière toujours plus aggravante. Donc on a un propriétaire qui est chargé d'entretenir de façon de plus en plus compliquée, de plus en plus vertueuse et avec un pouvoir d'achat de plus en plus resserré. Donc voilà les datas d'une problématique et que vous percevez tous au bout de la décision que vous devez prendre à chacune de vos assemblées générales ou que vous ne prenez pas en fonction de l'impact qu'elle a. J'aurais pu rester à 3 points pour crayonner sur mon tableau, je l'ai bien suffisamment noirci comme ça, mais je dois rajouter un 4e point, et je pense que vous êtes venus pour essayer de comprendre celui-ci, c'est celui de la surenchère législative.
Nous avons des gouvernements successifs, des législateurs successifs qui nous ont décoré le paysage avec des réformes comme des boules sur un arbre de Noël. Chaque gouvernement en apporte une nouvelle et c'est une véritable guirlande, c'est un cortège d'obligations que nous voyons s'aggraver au fil des réformes. Et la dernière qui nous arrive, je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, je vais citer les passages obligés aujourd'hui de la copropriété en termes d'obligations légales, réglementaires, normées, on va dire, dont vous verrez que nous sommes loin d'un dialogue simple avec un couvreur ou avec un façadier. On est dans un contexte obligataire. Et donc, je vous cite des dates qui auront le mérite de nous réchauffer, puisqu'on a attendu longtemps dehors dans le froid. Et vous allez voir, elles sont quand même assez copieuses. 1996, on démarre avec les diagnostics techniques amiante, qui concernent tous les immeubles construits antérieurement à cette date. Bien entendu, ce sont des réformes fondées. Hein. Le scandale de l'amiante n'est aucunement ici remis en cause. Mais on commence à s'habituer aux premiers diagnostics dans ces années-là. 2003, des accidents se manifestent dans des cabines ascenseurs d'immeubles dégradés et c'est la loi UEH et SAE qui viennent rendre obligatoire le contrôle quinquennal sur les ascenseurs. 2010, Grenelle 2, on prend conscience de ce que l'environnement se dégrade et ce sont les diagnostics énergétiques qui deviennent obligatoires pour les immeubles comprenant des chaufferies collectives, des productions d'eau chaude sanitaire ou d'eau froide et de plus de 50 lots. Donc premier nouveau diagnostic obligatoire, le diag énergétique de Grenelle 2. 2014, c'est la loi Allure qui nous propose les diagnostics techniques globaux, les fameux DTG, dont on ne sait plus très bien aujourd'hui, nous en parlerons, quel rapport ils ont avec les plans pluriannuels travaux. Mais tout ça sème un petit trouble dans les assemblées générales qui, à peine sortant des DTG, réenclenchent les PPT, pardon pour les acronymes, mais il faut qu'on s'y habitue un petit peu. Nous avançons avec la loi Elan du 23 novembre 2018, laquelle rend obligatoire l'individualisation des frais de chauffage dès lors que la consommation est de plus de 120 kWh par mètre carré et par an. Donc on continue d'empiler de l'obligation, on multiplie les questions aux ordres du jour et les implications travaux pour les copropriétaires. Et plus récemment, la fameuse loi climat et résilience du 22 août 2021 qui, elle, vient consacrer le plan pluriannuel travaux dont nous allons parler, mais aussi le DPE collectif dont nous allons parler et le fonds travaux qui vient, dans le cas où le plan est adopté, financer le tout. Pardon d'être allé rapidement, ce n'est pas l'objet de cette réunion de vous refaire le détail de ces textes, on pourra le faire à une autre occasion, mais ils vous permettent de comprendre le punching ball que nous avons été copropriétaires, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et on le ressent dans les dialogues, dans les discussions, elles sont un peu sonnées de cette accumulation. Ça, c'est un premier point. Cette accumulation est venue avec la loi climat et résilience s'instaurer de sanctions, puisque nous avons dans les boules de Noël, pour reprendre l'image, ou les guirlandes, comme vous préférerez, selon comment vous décorez votre sapin finalement, nous avons des indications sur les interdictions de louer, avec déjà le gel des loyers pour les logements catégorie F et G depuis le 24 août 2022, on ne peut plus augmenter ces loyers. Les locations de plus de 450 kWh au mètre carré sont interdites parce que incluses dans le décret sur la décence depuis donc 2023. Et enfin, 2025, interdiction de louer des logements étiquetés G, 2028, logements étiquetés F, 2034, E. Donc c'est la fameuse déprogrammation progressive des logements les plus énergivores. Et comme notre arbre de Noël n'était pas bien décoré, on va retirer certaines boules et en remettre une, encore récemment, 1er juillet 2024, donc qui vient, nous avons un nouvel arrêté qui vient corriger, pardon pour les complications, mais je vois que vous êtes concentrés, qui vient corriger les DPE inhérents aux plus petits logements, ceux de moins de 40 mètres carrés, vont être rehaussés par le biais d'un site qui est mis à disposition par le gouvernement, dans lequel on pourra
passer les datas de nos DPE et un résultat rehaussé va revenir. Voilà, ça y est, je vous ai perdu, c'est fait, et on est tous au même point à ce stade de la législation. Voilà. Vous avez compris que c'est compliqué d'aborder l'entretien de son bâtiment si on doit passer par le chat de toutes ces aiguilles pour arriver à un fil cohérent à la fin. Mais c'est bel et bien le travail qu'aujourd'hui nous devons faire, mesdames, messieurs, et pour lequel vous êtes là. Voilà déjà cette réalité. Alors, pour travailler correctement, je pense qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur deux aspects. Et ce seront les deux parties que je vais ici développer. C'est tout de même cet outil, on peut en dire ce qu'on voudra, mais il a quand même un intérêt, une utilité, une vraie pédagogie, qui est le plan pluriannuel travaux. Et je voudrais qu'on revienne dessus, cela d'autant qu'il a été promulgué il y a maintenant 2 ans et demi, que nous sommes dans la 3e tranche de cette obligation, puisque le plan pluriannuel travaux se programmait sur 3 périodes que je vais vous rappeler. Et donc on a un premier recul sur cet outil, sur ce qu'il a apporté et sur ce qu'il a de vertueux ou de moins vertueux dans les copropriétés. Ce sera ma première partie. Plan pluriannuel travaux, DPE collectif et fonds de travaux. Et puis en deuxième partie, je dois vous parler, parce que ce sont des textes qui se sont accélérés, c'est d'ailleurs une procédure devant le Parlement dite accélérée, qui a été souhaitée par le gouvernement à l'issue d'un discours prononcé par notre président Emmanuel Macron au mois de décembre 2023. Il y a un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui a été voté la semaine dernière, le 29 février, au Sénat, et qui vient prochainement devant une commission paritaire mixte pour en entériner probablement le contenu. Et ce texte, c'est une loi relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation et de l'habitat dégradé en copropriété et des grandes opérations d'aménagement. Voilà, donc on va parler de ces deux sujets, les plans travaux et ce nouveau texte. Alors les plans pluriannuels travaux, effectivement, Madame Casalbou, vous l'avez dit, j'ai déjà fait des interventions sur ces sujets. Je l'ai fait aujourd'hui plus confortablement parce que le programme tourne depuis 2 ans, en tout cas pour les plus grosses copropriétés, puisque le plan pluriannuel travaux, il est obligatoire de l'étudier dans les copropriétés de 200 lots, il était donc à l'imparfait, pour le 1er janvier 2023. Donc ce sont des études qui ont théoriquement déjà été faites. Nous avions à l'étudier pour les copropriétés de 50 à 200 lots pour le 1er janvier 2024 et nous sommes aujourd'hui dans l'échéance du 1er janvier 2025, c'est-à-dire pour les copropriétés de moins de 50 lots. Et c'est d'ailleurs, parenthèse étant faite ici, celles dans lesquelles ça pose finalement le plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une assemblée générale avec 150, 200, 400 copropriétaires, tout le monde comprend bien qu'il faut une certaine gouvernance dans la façon d'aborder les travaux dans le temps et dans les 10 prochaines années. Quand vous avez un petit immeuble qui est partagé historiquement par 3 copropriétaires, c'est plus compliqué d'admettre qu'il va falloir payer 3 000 ou 5 000 euros pour faire un plan de travaux sur 10 ans, parce qu'à peu, on peut arriver à déterminer assez vite les choses et avoir la pesée de l'entretien de son bâtiment assez rapidement. Donc finalement, on s'aperçoit que les résistances se font spontanément beaucoup plus sur les petites copropriétés dans lesquelles se trouve aujourd'hui l'échéance qu'elles ne se faisaient dans les très grosses ou même dans les moyennes. Cette première observation étant faite, le plan pluriannuel travaux, je voudrais en rappeler quelques étapes. D'une part, c'est un plan qui est obligatoire quant à son étude. On distingue le plan qu'il faut étudier obligatoirement pour les immeubles de plus de 15 ans, mais qui n'est pas obligatoire quant à son accomplissement en travaux. Le principe du plan pluriannuel travaux, c'est que nous devons adopter en assemblée générale l'étude, les modalités qui nous conviennent pour l'étude. Une fois que l'étude est restituée, nous proposons aux copropriétaires soit de l'adopter en tout ou partie, soit de la rejeter en tout ou partie. Mais ils n'ont aucunement l'obligation de l'adopter. Elle a donc une vocation d'abord incitative, et si elle est adoptée, une vocation guide pour la suite des travaux.
Alors elle concerne les immeubles d'habitation ou partiellement d'habitation de plus de 15 ans, je l'ai dit, et elle va porter cette étude sur les travaux impliquant la sauvegarde des bâtiments, la santé et la sécurité des occupants, les économies d'énergie, et pour cette raison, il sera adossé à ce plan un DPE collectif, un diagnostic de performance énergétique collectif. Donc on va intégrer une classification étiquetée pour le bâtiment et le plan va devoir étudier des scénarios de nature à améliorer cette performance énergétique. Le plan devra traduire les échéances sur 10 ans en fonction des priorités ou des discussions qu'il peut y avoir avec les copropriétaires, en cela qui peuvent avoir certaines préférences, et il exprimera un coût estimé des travaux à réaliser. Voilà le principe donc de ces plans pluriannuels travaux. Bien entendu, je l'ai dit, il repose sur un diagnostic général, d'où la redondance avec les DTG de la loi Allure, qui peuvent être recyclés pour ces plans, mais on a quelquefois un peu de mal à les y faire recoller parce que le temps est passé entre les deux, les diagnostiqueurs ne sont plus les mêmes et les textes sont légèrement variants de l'un à l'autre, donc c'est quand même un repassage par la case diagnostic. Il faut préciser que l'élaboration du plan, donc le choix de quel diagnostiqueur je prends pour quel type de plan, se fait à la majorité relative des copropriétaires, donc ceux qui sont présents ou représentés ou votant par correspondance à l'Assemblée générale, Et il faut préciser que l'adoption du plan elle-même, donc je fais ou je ne fais pas ce que me guide le plan, se fait elle à la majorité absolue, donc l'équivalent de ce que nous appelons la majorité de l'article 25. C'est ainsi qu'on parlera, alors pour ceux qui aiment bien les acronymes, parce qu'en droit immobilier on les aime de plus en plus, du PPT, plan pluriannuel travaux, quand il est uniquement question de l'étudier, et quand il est existant, on parlera du projet de plan pluriannuel travaux, qui est l'état dans lequel on va l'adopter ou ne pas l'adopter. Donc si vous entendez dans vos assemblées générales PPT ou PPPT, ce ne sont que des acronymes qui viennent expliquer le positionnement de cette étude. S'agissant de ce plan pluriannuel travaux, c'est un outil qui n'est pas qu'à la seule vocation des copropriétaires et de la copropriété, du syndic, du conseil syndical. Il a également un intérêt de droit public, si je puis dire, pour les collectivités publiques, puisqu'elles peuvent requérir la communication de ce plan. Et en particulier, lorsque dans nos villes, des immeubles sont dégradés, le maire peut demander au syndic qu'il communique ce plan. Il est obligé de le transférer. Si toutefois le plan n'a pas été fait, le maire a le pouvoir de le faire d'office, et de même, si le plan qui lui est transféré ne lui paraît pas suffisamment élaboré, il a le pouvoir de le faire compléter. Donc on a ici ce premier mécanisme qu'on voit arriver, qui est l'intervention des pouvoirs publics dans la problématique possible de l'habitat dégradé. Le plan pluriannuel travaux, il va pouvoir prendre en compte différents aspects. Donc ça va dépendre, après il y a différentes formules commerciales, on va dire, selon les diagnostiqueurs. Donc il faut bien étudier les propositions qui vous sont faites. La plupart prévoient quand même de prendre en compte des synergies travaux, donc ils vont prévoir de grouper certaines opérations pour économiser, le cas échéant sur un échafaudage, sur des contingences de chantier. Il va être élaboré à partir de visites réglementaires d'appartements, parce qu'il doit tenir compte également des pathologies privées dans les logements. Et donc vous aurez plusieurs types de plans. Le plan dit réglementaire, qui va répondre à l'article 14.2 et aux différents décrets qui l'ont appuyé, qui est le plan a minima, mais il peut être exaucé de compléments d'expertise que peut vous faire le diagnostiqueur.
Et en particulier, il est important de faire une bonne phase 1 de ce plan, qui est la réunion à l'occasion de laquelle on va collecter l'ensemble des informations. Collecter l'ensemble des informations, ça veut dire rencontrer le syndic, le conseil syndical, les copropriétaires qui ont des informations à communiquer pour analyser les travaux qui ont été faits, les pathologies identifiées, les types de consommation, de chaufferie, etc. La partie reconnaissance est bien entendu tout à fait importante. La deuxième partie, c'est l'audit du bâti qui va examiner sa structure, son enveloppe, donc structure, les infrastructures, les planchers, les escaliers, l'enveloppe, les façades, les toitures bien entendu, les finitions intérieures des parties communes, les équipements communs, le chauffage, les refroidissements, les équipements, les ventilations, toutes les installations, tout ce qui fait le corps des parties communes est passé au crible de ce plan. En phase 3 est examinée la partie énergétique du plan, donc ce que l'immeuble consomme et ce qu'il consommera à l'issue d'un plan de réhabilitation énergétique. Alors à ce titre, la plupart des plans expriment des réhabilitations, c'est-à-dire qu'on va travailler sur plusieurs bouquets travaux, parce que nous savons aujourd'hui que ce qu'on appelle les monogestes, refaire seul son isolation par l'intérieur ou sa chaudière, n'apporte pas énormément d'intérêt en termes de gains énergétiques, mais les intérêts forts se font quand on arrive à cumuler plusieurs travaux et à atteindre des gains énergétiques importants. Si par exemple nous refaisons des façades en isolement thermique par l'extérieur, avec une réfection des chaudières par condensation, le système de ventilation, le cas échéant des isolations de toiture ou de plancher bas, nous pouvons atteindre dans des logements des années 70, pour reprendre cette seule tranche de travaux, des gains énergétiques de l'ordre de 47, 50 ou 52%. C'est-à-dire on gagne 2 à 3 lettres dans le classement énergétique. On peut passer de E à B en mettant des bouquets à 3 ou 4 travaux, et on se retrouve dans un parc non plus ancien, énergivore, et donc repoussé par le marché de l'immobilier, mais on se retrouve dans un parc réhabilité et donc qui reprend aussi de la valeur patrimoniale. On a, il faut le préciser, des audits énergétiques qui sont proposés avec différentes options. Alors d'un point de vue légal, et c'est ma partie, l'audit énergétique, c'est un audit simple, réglementaire, qui est fixé par décret, mais de plus en plus les diagnostiqueurs, ce sont d'ailleurs des excellentes options qu'il ne faut pas bouder, proposent des audits thermodynamiques avec des outils particuliers comme des caméras infrarouges ou des méthodes de stimulation thermique statique horaire qui donnent des résultats beaucoup plus fiables et beaucoup moins théoriques que le seul plan réglementaire. Mais tout ça fait monter crescendo, évidemment, vous vous en doutez, le coût de ces plans, dont on peut dire, alors j'aime pas parler des coûts parce que chaque copropriété est différente, on ne peut d'ailleurs pas ramener ces coûts à la valeur, au nombre de lots, ce serait pas cohérent puisqu'ils doivent tenir compte du bâti et des équipements et non pas du nombre réellement des logements. Mais aujourd'hui, un DPE, ça va démarrer grosso modo à 4 000 € pour une petite copropriété. Et ça peut aller 8 000 €, on va dire, pour une copropriété de grosso modo de 50 logements avec un ascenseur et des équipements classiques. Et vous pouvez atteindre, pour des copropriétés très importantes, on a fait sur Ancely, j'ai vu des propriétaires, les plans, on est de l'ordre de 70 000 € de budget pour intervenir sur des immeubles, 1000 habitants, pardon de le préciser, 1000 copropriétaires. Donc pas de panique, tout le monde n'habite pas et la division ramenée à la personne reste moindre. Voilà. Mais ce sont des études coûteuses, effectivement, vertueuses parce qu'elles nous guident dans les travaux que nous devons faire et les améliorations, en particulier énergétiques, que nous pouvons apporter, mais qui se confrontent à la réalité matérielle aujourd'hui des petites copropriétés qui s'interrogent sur l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Parce que quand on est 3 ou 4, on a vite fait, on va dire, de faire le tour de son bâtiment et de savoir ce qu'on aura à y faire dans les 10 prochaines années. Alors vous pourriez me poser la question, mais je vais faire la réponse tout de suite, comme ça vous ne me la poserez pas tout à l'heure.
de ce qui se passe si on ne met pas en œuvre cette étude pluriannuelle travaux. Alors, pas de sanctions prévues par les textes, je n'ai pas d'amende ou de sanctions à vous proposer, et c'est peut-être pas plus mal. Par contre, des possibles complications, bien que nous n'en savons pas grand-chose aujourd'hui, la seule chose que je puis vous dire, c'est que ces plans devront être obligatoirement restitués dans le cadre des ventes en copropriété. Ça fait partie des documents obligatoires à transférer dans le cadre de ce qu'on appelle l'état daté. Et donc on peut s'interroger sur ce que fera la pratique notariale de cette obligation dans le cas où des copropriétés n'auront pas les plans. Voilà. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse officielle à vous proposer. Il semblerait, mais vraiment à la condition de la sécurité du conditionnel, que les notaires accepteraient de faire les ventes tout de même en consacrant une clause très expresse dans l'acte pour en quelque sorte avertir l'acquéreur qu'il rentre sans cet outil obligatoire qui ait été commandé. Alors ces plans pluriannuels travaux, je vous l'ai dit, ils sont réalisés, ils sont présentés à la première assemblée générale qui suit l'étude qui en est faite et ils peuvent être adoptés ou pas adoptés. Alors si la copropriété adopte le plan, le syndic devra, à chaque échéance mentionnée dans le calendrier, porter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale les appels d'offres propres à réaliser les échéances prévues dans le plan. Donc il a un guide en quelque sorte de la programmation de ces appels d'offres avec le cas échéant un maître d'œuvre si on est sur des opérations de travaux importantes. Mais adopter le plan, c'est adopter les échéances aux assemblées générales qui examineront les travaux. Assemblées générales qui resteront toutefois libres, même si le plan est adopté, de faire ou de ne pas faire les travaux. Je n'ai pas moyen aujourd'hui d'obliger des travaux en copropriété. Néanmoins, si les copropriétaires, bien que le plan indique une phase travaux, ne le font pas, eh bien, dont acte, c'est rejeté, mais le syndic devra reproduire la question à l'assemblée suivante, et cela jusqu'à ce qu'elle soit finalement adoptée. Voilà. De même, on trouve ce mécanisme de la représentation dès lors que le plan n'est pas adopté, ou qu'il est adopté qu'en partie. Si les copropriétaires refusent le plan, c'est leur droit, on l'acte dans le procès-verbal, mais le syndic devra réexprimer ce plan à chaque assemblée générale. Donc on réinscrit, à chaque fois on est dans un espèce de martelage incitatif où on va rappeler les échéances travaux telles qu'elles ont été diagnostiquées. Mais une fois de plus, et à la fin de la fin, vous restez maître de votre décision d'engager ou de ne pas engager les travaux. J'insiste beaucoup sur cela parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de texte à proprement parler coercitif là-dessus. Le plan, dès lors qu'il est adopté, il va se devoir adosser un fonds travaux. Nous connaissions le fonds travaux dit loi Allure, qui, vous le pratiquez déjà dans les immeubles de plus de 10 ans, doit être constitué à raison de 5% du budget prévisionnel de gestion courante. Ça, on connaît, ça existe, ça tourne bien, ces fonds sont placés sur des comptes rémunérés et vous les utilisez à des occasions de travaux ou à des occasions d'urgence. Et ça ne change d'ailleurs pas. L'article 14.2, ancienne rédaction. Il est venu se voir compléter cet article 14.2 par un deuxième fonds qui va être le fonds inhérent au plan pluriannuel travaux. Dès lors que le plan de travaux est adopté, je dis bien, la copropriété devra épargner pour le financement de ce plan à raison de 2,5% par an du montant total du plan. J'ai une copropriété qui, par exemple, définit un plan travaux, adopte un plan travaux de 1 million d'euros sur 10 ans. C'est un chiffre qui n'est pas du tout absurde, hein. Ravalement, isolation thermique par l'extérieur, chaufferie collective, quelques désordres ici ou là, c'est des sommes qu'on voit passer, hein, je vous le dis, et pas sur des immeubles gigantesques.
Eh bien, nous devrons consacrer 2,5% d'appels de fonds supplémentaires, donc en plus des appels de budget, en plus des plans de travaux existants, 2,5% de ces 1 million, c'est-à-dire 25 000 € chaque année appelés aux copropriétaires à répartir, bien sûr, en proportion des tantièmes, pour financer ce plan. Voilà, de manière à ce que nous arrivions avec des échéances et des petits bouts d'épargne pour les assumer. Alors, bon, évidemment, vous voyez l'empilement des charges se faire avec cette affaire-là, mais c'est aussi de la prévoyance, on va dire. Et il faut quand même souligner l'aspect vertueux de cette disposition, c'est qu'elle vient contrer la problématique du turnover des copropriétaires dans les copropriétés, qui est une réalité. La mobilité géographique, professionnelle, familiale, les recompositions, etc. On a des vies extrêmement dynamiques aujourd'hui d'un point de vue de la mobilité. Et il n'est pas rare de commencer des épisodes de réhabilitation avec un groupe de copropriétaires et de les terminer avec un autre groupe. C'est des choses qu'on voit dans les pratiques des assemblées générales parce que les gens changent au sein des copropriétés. Et le fait que le sortant ait capitalisé de l'argent qui reste à la faveur de l'entrant est un fait stabilisant pour la gestion de la copropriété. Donc il y a un aspect vertueux qu'il faut quand même souligner. Tout n'est pas que du coup de massue sur la tête. Il y a quand même des bonnes choses et des belles choses dans ces textes qui nous encadrent aujourd'hui. Voilà pour cet aspect du plan pluriannuel travaux. Vous avez compris que c'était un premier outil important qui a été amené pour prévenir la dégradation de l'habitat, pour stimuler les copropriétaires à la réalisation des travaux. Et ça ne suffisait pas, manifestement, puisque la copropriété dégradée est un problème qui existe sur notre territoire. Et c'est un problème qui est pris à bras-le-corps dans le cadre d'un projet de loi. Et c'est donc ma deuxième partie relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Alors, qu'est-ce que dit ce projet de loi ? Déjà, pour bien le comprendre, il faut comprendre les objectifs du gouvernement lorsqu'il a initié cette procédure accélérée devant le Parlement, donc il y a quelques semaines finalement. Il poursuit 3 buts principaux. D'une part, il a souhaité prévenir la dégradation des copropriétés en modifiant certaines règles dans la gestion des copropriétés, et je vais vous en parler. De deuxième part, le gouvernement a souhaité réagir plus fermement, plus rapidement aux situations d'habitat dégradé. Et de troisième part, et dans le même temps, il a voulu favoriser des opérations urbaines d'aménagement. Donc vous voyez 3 notions qui, juxtaposées, peuvent être un peu toutefois inquiétantes, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, pour comprendre ce qu'est la copropriété dégradée, je pense qu'il faut comprendre le vocabulaire légal qui existe aujourd'hui, parce que vous entendez plein de mots, marchand de sommeil, habitat indigne, insalubre, arrêté de péril, propriétaire indélicat, copropriété dégradée de façon irrémédiable, copropriété dégradée de façon rémédiable. Tout ça constitue un deuxième petit arbre de Noël, hein, c'est la fête aujourd'hui, dans lequel il peut être compliqué de se retrouver. Alors, les termes sont les suivants. On va parler de copropriété en difficulté, et ça peut toucher probablement certaines de celles dans lesquelles vous êtes propriétaire, lorsque les seuils d'alerte ont été dépassés. Ce qu'on appelle les seuils d'alerte, ce sont les seuils fixés à l'article 29.1 de la loi, ce sont des taux d'impayés supérieurs à 15% ou à 25% pour les plus grosses copropriétés, ramenés au budget courant de la copropriété. Donc, quand j'ai un impayé trop massif, je suis considéré copropriété en difficulté.
Alors ça se traduit dans les cas les plus graves par des copropriétés dites en fragilité. C'est lorsque le seuil dépasse les 30%. C'est des vocabulaires qui ont été un peu comme chez le médecin, c'est des jauges de risque santé pour nos copropriétés. Alors plus de 30% d'impayés, la copropriété est dite fragile, ça va se traduire concrètement, pour être plus pragmatique, par des travaux qui ne seront pas votés aux assemblées générales, par des absences chroniques d'entretien, par des impayés importants et des contentieux pour les recouvrir, par, le cas échéant, l'arrêt de prestations, coupure d'électricité, coupure d'eau, coupure de gaz, ce que sont des choses que l'on voit ici ou là, même dans des copropriétés qui ne paraissent pas être dans ces stades de dégradation. Donc là, on est dans la copropriété en difficulté et pour cela, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures. Je vous parlerai après, en deuxième partie, des copropriétés à dégradation rémédiable et irrémédiable pour lesquelles le gouvernement a pris des mesures correctives beaucoup plus draconiennes et nous le verrons en fin de discussion. Comment prévenir la difficulté en copropriété? Qu'est-ce qui a été voté en l'état? Alors voté, ça veut dire que ça a été voté à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Ça est passé à la deuxième chambre, donc au Sénat, le 29 février, qui a tranché certains aspects, régulé d'autres et amendé, additionné des éléments. Donc on a un texte qui se compose d'une manière assez précise. Comme il y a désaccord entre les deux chambres, commission paritaire mixte, laquelle va trancher, soit donc des membres du Sénat, des membres de l'Assemblée nationale se regroupent de manière mixte, soit il y a accord et le texte est promulgué, soit il y a désaccord et il revient à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Voilà pour les passionnés du droit constitutionnel, la procédure décisionnelle et législative. Alors, le texte prévoit, et les éléments que je vous donne, on peut penser qu'ils seront entérinés, parce qu'ils sont, somme toute, assez raisonnables. Ils ont quand même été déjà travaillés par les deux chambres. D'abord, le texte a voulu retravailler la notion d'emprunt en copropriété. Il faut financer les travaux. C'est cet oxygène qui manque bien souvent. On ne peut pas faire peser sur les ménages 25 000 € de travaux comme ça, s'agissant d'une réhabilitation énergétique, mais il va falloir financer, et l'outil emprunt copropriété n'était pas vraiment adapté jusqu'à maintenant, puisque ce qu'on appelait l'emprunt global nécessitait, si on voulait monter un emprunt dans une copropriété, un vote à l'unanimité des copropriétaires, autrement dit, quasi impossible. Alors on avait une solution qui était ce qu'on appelait, enfin ce qu'on appelle toujours l'emprunt coprosan, qui est un emprunt basé sur le concept de l'adhésion individuelle, qui était un petit détournement du sujet, puisque finalement, ne pouvant pas voter l'emprunt global qui faisait adhérer tous les copropriétaires, on faisait voter, c'est des emprunts conventionnés par l'État, très très réglementés, un emprunt cadre à l'ensemble de la copropriété, et seuls ceux qui adhéraient par souscription individuelle en faisaient partie. Alors ça posait quelques difficultés d'instruction, ces emprunts, ça met souvent plusieurs mois à être monté. Ça posait aussi des difficultés de minima, parce qu'il fallait avoir tantôt 2, 3 ou des montants minimums à emprunter. Donc souvent, ils étaient bloqués pour ces raisons-là. Et donc, on passe à un nouveau mode d'emprunt qui est l'emprunt global. Alors cet emprunt collectif ou emprunt global, on verra comment il s'appellera à la fin. Déjà, il est élargi à beaucoup de travaux, les travaux d'entretien, les travaux de conservation, les travaux d'économie d'énergie, il ratisse tous les travaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cet emprunt, il va non plus se voter à l'unanimité, mais il va se voter à la même majorité que celle qui est requise pour le vote des travaux eux-mêmes. Donc, les travaux sont votés, l'emprunt sera voté par symétrie du vote, forcément. Et l'emprunt va, par défaut, embarquer tout le monde. Toute la copropriété sera, tous les copropriétaires seront emprunteurs. C'est une règle, vous voyez, très directive pour les propriétaires, en particulier ceux qui souhaiteraient
alimenter directement leur financement par l'épargne qu'ils auraient consacrée individuellement. Alors, toutefois, les copropriétaires qui ne souhaiteraient pas emprunter pourront, dans les 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l'Assemblée générale, notifier au syndic le désaccord à l'emprunt. Et dans ce cas, ils seront retirés de l'emprunt. Le corollaire, c'est qu'ils devront régler dans les 6 mois suivants la totalité des charges inhérentes aux travaux votés. D'accord? Donc, un emprunt global, voté à la même majorité que les travaux. Si il est refusé, on le notifie à son syndic dans les 2 mois et on paye dans les 6 mois, cash, si je puis dire, les travaux en totalité. Voilà le mécanisme de cet emprunt. Il a vocation à résoudre une problématique qu'on a beaucoup rencontrée dans les réhabilitations énergétiques, parce qu'on a un peu de recul maintenant là-dessus pour en avoir conduit beaucoup. C'est que les subventions pour les travaux de réhabilitation, notamment MaPrimeRénov', la subvention Rennes pour aider les travaux énergétiques, mettaient du temps à être approvisionnées sur les comptes de la copropriété. De même que les écochèques régions mettaient du temps, de même que les rachats des certificats d'économie d'énergie pouvaient poser difficulté. Toutes ces ressources d'aide arrivaient des fois en cours d'opération, voire en fin d'opération, et les copropriétaires devaient donc faire l'avance des travaux importants de la copropriété. Le principe de cet emprunt, c'est de pallier à cette problématique d'avance en ayant un emprunt beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à mettre en place. Il faut rappeler un article qui est peu connu. Allez, je vais le rappeler parce que j'aime pas le rappeler parce qu'il est un peu compliqué à gérer quand il est mis en œuvre, mais je me dois de vous le rappeler. L'article 26.16 de la loi de 65 prévoit que si vous êtes contre des travaux d'entretien, par exemple vous votez contre à une assemblée générale un ravalement de façade, eh bien vous pouvez obtenir le paiement en 10 annuités. Peu de gens le savent, et j'espère peu le feront parce que c'est une catastrophe à gérer. Mais c'est une disposition qui existe, mais qui va être contrecarrée par le montage de cet emprunt, puisque lorsque l'emprunt global sera voté, le paiement en 10 annuités pour les propriétaires opposants sera impossible. Voilà, pour l'articulation de ces deux valeurs. Il faut préciser que d'un copropriétaire vendeur à un copropriétaire acquéreur, l'emprunt est transmis. Donc l'un paye jusqu'à la date de sa vente et l'autre jusqu'à la date de son acquisition. Et enfin, cet emprunt va fonctionner, ce qui n'est pas cadeau pour les syndics et pour l'impayé et pour le recouvrement des charges, parce qu'il va être intégré dans la comptabilité de la copropriété, ce qui n'était pas le cas avec l'emprunt 100. L'emprunt 100, le banquier réglait les quotes-parts et faisait son affaire du recouvrement auprès du copropriétaire. Ça n'existait pas dans la compta de la copro. Maintenant, cet emprunt, il va être inclus dans la comptabilité de la copropriété, ce qui va constituer un poste de charge supplémentaire à appeler pour le syndic de copropriété et à recouvrir, et donc un point aggravant de l'impayé dans la copropriété, puisqu'on l'embarque à l'intérieur des comptes de la copropriété. Donc ça, c'est une disposition importante qui est prévue pour fluidifier les travaux en copropriété. Deuxième disposition importante qui semble vouloir voir le jour, c'est un vieux serpent de mer, et c'est un nouveau diagnostic qui est le diagnostic structurel pour les immeubles construits antérieurement à 1920. On a eu, je l'ai cité en introduction, beaucoup de cas d'arrêtés de péril dans les centres-villes des grandes villes. À la discrétion de la commune, des secteurs vont pouvoir être définis à l'intérieur desquels les immeubles antérieurs à ces années 1920 devront réaliser un diagnostic structurel portant sur la portée elle-même du bâtiment. Alors, précision étant faite que le plan pluriannuel travaux que nous envisagions tout à l'heure vaut diagnostic structurel, mais simplement, il risque d'y avoir des décorrélations entre les dates. Mais bon, en tout cas, diagnostic structurel obligatoire pour les immeubles antérieurs à 1920. Autre mesure qui se veut facilitante
mais je vous laisse juge. Les appels de fonds que le syndic fait seront dorénavant normés par décret, sorte de norme devant unifier la présentation des appels de fonds entre toutes les copropriétés. Très bien. Mesure suivante, le président du conseil syndical, alors c'est pas très gentil pour les syndics, mais probablement que certains le méritent, le président du conseil syndical pourra obliger le syndic à convoquer l'assemblée générale pour le révoquer si celui-ci a été défaillant ou fautif. Alors, c'est un texte en fait qui existait déjà par l'articulation de l'article 8 du décret, donc on sent une griffe portée un peu sur ce métier, mais c'est ainsi. Ce texte existait déjà puisqu'en réalité on peut provoquer une assemblée générale avec l'article 8 du décret du 17 mars 1967 sous différentes conditions que je n'évoque pas ici, et on peut révoquer ad nutum un syndic qui est défaillant. Donc le montage il existait déjà, mais en tout cas il est exprimé plus spécifiquement, plus expressément dans la loi. Le syndic qui sera donc notifié par un président du conseil de convoquer afin de révocation devra organiser l'assemblée dans les 2 mois suivant cette information. Le président du conseil syndical ou les membres des conseils syndicaux devront avoir un accès numérique au compte bancaire, donc directement à la banque de la copropriété, ce qui là aussi est une petite griffe de plus, puisqu'en réalité il l'avait déjà. La norme des extranets copropriété de juin 2019 oblige le syndic à mettre sur l'extranet les comptes bancaires de la copropriété. Mais pour le cas où il ne mettrait pas les vrais, vous aurez aussi l'accès à la banque, comme ça chacun pourra comparer. Tout ça instaure quand même une petite mauvaise ambiance, il faut bien le dire, dans le rapport syndic copropriétaire conseils syndicaux, qui je crois plus que jamais en raison des thèmes que je viens d'expliquer doit être de bonne qualité et de la meilleure que l'on puisse. Ça me paraît évident et je crois que c'est plus dans ce sens qu'il faudrait avancer. Autre mesure pour en terminer, les travaux d'économie d'énergie qui se votent à l'article 25F, donc majorité absolue, un peu plus qualifiée que la relative. Eh bien on voit réapparaître quelque chose qui avait disparu, c'est ma fameuse décoration, j'enlève et je rajoute et je remets de la déco par-ci par-là. Ces travaux, s'ils ne sont pas votés en première lecture à l'Assemblée générale et s'ils ne recueillent pas le tiers des voix, ils pourront faire l'objet d'une deuxième Assemblée générale qui, si elle est convoquée dans les 3 mois, statuera à la majorité relative. C'est des mécanismes qu'on connaissait très bien avant, les assemblées n'avaient pas des majorités suffisantes. Le tiers des voix n'était pas rempli tel que la passerelle 25-25-1 ne passait pas. Eh bien, pour ce point de texte, uniquement le 25F, les travaux d'économie d'énergie, si je n'ai pas ma majorité, je reconvoque dans les 3 mois et elle est abaissée à la majorité relative. Donc, facilitation, fluidification. Enfin, dès lors qu'une copropriété recevra des informations ou des arrêtés d'habitat indigne, le syndic devra informer tous les copropriétaires. Une notion d'attirer l'attention qu'on peut comprendre à l'ensemble de la copropriété. Et de même, ces informations liées à des procédures inhérentes à de l'habitat indigne devront être consignées dorénavant dans le registre copropriété, lequel est aussi complété de la situation financière, des diagnostics obligatoires et de la mention copropriété en difficulté s'il en est. Copropriété en difficulté, disposition très importante à laquelle j'attire votre attention. Les copropriétés qui rejetteront leur compte, ça se voit quelquefois malheureusement, quand il y a un désaccord comptable, 1 année ça passe, 2 années on est considéré copropriété en difficulté. Ça c'est un élément nouveau. Donc attention de chercher l'accord comptable, il peut y avoir des points, il faut les purger de désaccord, mais il ne faut pas rester campé sur un désaccord. Plus de 2 ans, vous basculez en copropriété en difficulté. Le syndic est tenu d'appliquer la procédure d'alerte, c'est-à-dire de déclarer au président du tribunal judiciaire la situation, lequel désignera un mandataire ad hoc. Donc vous enclenchez un processus beaucoup plus aggravant.
précision dans ce texte aussi que le syndic qui n'appliquerait pas les dispositions de la procédure d'alerte se trouverait engagé dans sa responsabilité. Jusqu'à maintenant, un syndic qui avait une copropriété en difficulté, et il y en a parmi vous, et nous en avons tous dans nos parcs, il pouvait pondérer la situation et rechercher à trouver un équilibre avec ses clients et à sauver la situation. Aujourd'hui, il ne pourra plus. Il a l'obligation de déclencher et s'il ne le fait pas, le juge pourra le condamner en raison de la tardivité de son geste. Donc les syndics ne vont plus trop se poser de questions. Trop d'impayés, refus des comptes, bim bam boum, tribunal judiciaire. On va vers un jeu de domino beaucoup plus strict et beaucoup plus sévère. Le législateur considère en quelque sorte que ces alertes n'ont pas été mises en œuvre suffisamment tôt. C'est peut-être vrai dans certains cas. Je crains que ça ne le soit pas dans beaucoup d'autres qui ont été sauvés par le bon sens, par le travail, par la communication. Ce sera dorénavant des sauvetages judiciaires. On voit venir à ce titre un petit ovni dont je ne vais pas trop vous parler parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments dessus, mais je vais vous dire ce que c'est. Le syndic d'intérêt collectif. On a une nouvelle race de syndic qui va arriver, qui est le syndic d'intérêt collectif. Des sortes de super syndics agréés, évidemment, qui seront spécialisés je pense que ce seront des syndics publics, je pense que ce seront des agents de l'État qui seront on attend des décrets, qui seront spécialisés dans la gestion des copropriétés en difficulté. Lesquels, je vous le rappelle, sont plus de 15% d'impayés dans les immeubles de plus de 200 lots, 25% d'impayés dans les moins de 200 lots. Alors, les fonds, toujours dans les petites mesures préventives, on va dire, les fonds d'une copropriété en difficulté, donc placés sous administration de l'article 29.1 probablement d'un syndic collectif d'intérêt collectif, les fonds seront insaisissables par les créanciers. Donc on protège. On a des statuts assez comparables à celui qui concerne les procédures collectives à l'endroit des entreprises en difficulté en droit commercial. Ça vient se transposer sur le droit civil de la copropriété. Voilà donc pour prévenir tel que le texte s'annonce et probablement sera sur les médias dans quelques jours. C'est une forme d'avant-première que vous avez. Soyez-en, j'espère, réjouis. Parce que vous l'entendrez prochainement et vous le lirez prochainement dans les journaux. Alors je vous disais que la copropriété en difficulté, il y a plusieurs étages, et là nous venons de voir le petit étage, celui que nous avons, par-ci par-là, ça clignote, on remonte, et voilà. Vous avez vu qu'il est quand même déjà bien resserré le boulon. Mais nous avons des copropriétés, alors il faut quand même dire qu'elles sont plus rares, mais elles existent malheureusement, en particulier dans des quartiers défavorisés, qui n'arrivent pas à remonter les pentes et qui, en raison souvent des populations qu'elles ont accueillies, de la paupérisation de leurs propriétaires, d'une insuffisance de maintenance déclenchée en temps voulu, atteignent des processus de dégradation avancés. Alors pour ces copropriétés, le gouvernement a voulu renforcer des mesures à la faveur du maire, à la faveur des collectivités publiques qui vont se trouver facilitées dans des procédures d'expropriation. C'est-à-dire que lorsqu'on monte à l'étage de la difficulté, ou lorsqu'on baisse dans la difficulté, ou lorsqu'on s'enfonce plutôt dans la difficulté, eh bien la contrepartie qui c'est l'expropriation. Le code de l'expropriation est ainsi modifié. Les maires reçoivent des prérogatives nouvelles pour faire des opérations d'expropriation d'envergure et pour recycler, c'est le mot qui n'est pas très joli, mais qui est exprimé dans la loi, pour recycler ces copropriétés à la faveur de nouvelles constructions, de nouveaux quartiers. Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Voilà. Quand l'habitat se dégrade trop, on envoie de l'expropriation et de l'opération d'aménagement. Alors, il ne faut pas
simplifier ou caricaturer le propos, c'est qu'il y a quand même un aspect sain d'un point de vue de la construction de nos villes, de nos quartiers. Il y a des endroits où ça s'est fait, où ça s'est bien fait, mais on a une immixtion de plus en plus forte des pouvoirs publics dans le domaine de la propriété privée et en particulier de la propriété privée dégradée. Ce qui est une triste fin au regard de ce que je disais en début et en introduction. Les bâtiments vieillissent, les rénovations énergétiques sont nécessaires, le pouvoir d'achat s'effondre, les textes se bousculent, et si tout ça ne marche pas, à la fin de la fin, c'est de l'expropriation. Alors, je ne développerai pas ici les techniques d'expropriation, ça demanderait, vous me permettrez peut-être sous la forme des questions, on le fera, et ça vise aujourd'hui, grosso modo, 200 copropriétés en France, qui sont dans la cible de ces mesures. Et espérons-le de moins en moins. J'ai échangé avec un élu en charge à Toulouse des logements sociaux et il me disait que les besoins en logements sociaux sur Toulouse sont extrêmement importants en raison de ce que des classes moyennes qui par le passé n'étaient pas destinataires de ces logements, ben aujourd'hui ne peuvent pas faire autrement que de s'y trouver accueillir. Voilà. Donc il y a quand même une décomposition de notre structure socio-économique et elle va conduire à ces extrémités, et en tout cas les textes les ont préparés pour qu'elles puissent être réorganisées, réaménagées et reclassées. Il faut dire qu'on est au cœur de toutes les transitions. On est au cœur de toutes les transitions. On est au cœur du vieillissement, de l'âge de nos bâtiments. On est au cœur de la transition énergétique. On est au cœur de la transition écologique. On est au cœur d'une transition économique et sociale forte. Et quand je dis on, c'est le logement qui est au cœur de toutes ces transitions. Et si le logement est au cœur de toutes ces transitions, c'est que ce sont les propriétaires qui en ont la charge. Et c'est une charge qui est dorénavant obligatoire, tant en raison de l'article 14 que je vous lisais en début de réunion, qu'en raison de ces textes qui vont venir de plus en plus sanctionner et durcir les mesures pour ceux qui ne commettront pas les actes d'entretien. Et si le copropriétaire ne peut plus porter cette charge demain, il n'aura pas d'autre solution, soit que de vendre, soit que de subir la vente forcée par l'expropriation. Si ce n'est, quoi d'autre, une expropriation que le transfert de propriété sans le consentement. Alors, nul doute que ça provoquera des sentiments profonds d'injustice. Et je voudrais conclure avec cette phrase qui a été prononcée à la Cour de justice des droits de l'homme, qui dit que la justice ne suffit pas si elle ne donne pas l'apparence d'avoir été rendue. Il ne suffit pas d'être juste, mais encore il faut montrer qu'on l'a été. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention.